Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle semaine, nouveau numéro d'ALPL, ravi de vous retrouver. Et avec nous pour analyser les enjeux de cette prise de parole, Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse, adjointe à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Nicolas Corato, bonjour, vous êtes président de l'Institut de recherche politique Place de la République. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alexandre Devecchio, éditorialiste au Figaro, auteur du livre Recomposition, le nouveau monde populiste, ça s'affiche à l'écran. Et bonjour. Claude Posternak qui est avec nous à distance. Vous êtes membre du bureau exécutif d'En Marche, fondateur du baromètre Posternak IFOP. Bonjour, merci d'être avec nous. Prochain scrutin, c'est les sénatoriales. Elles auront lieu au mois de septembre. La première étape vient d'ailleurs de se jouer ce week-end en mairie. Regardez ce reportage dans l'Hérault. Il est signé Samia Dechir et Alizé Boissin. Bon. Ici, c'est bon ? C'est jour de vote à la mairie des Mattel. Cette petite commune de l'Hérault désigne aujourd'hui ses grands électeurs, ceux qui voteront aux prochaines élections sénatoriales. Car les sénateurs ne sont pas élus par l'ensemble de la population, mais par un peu plus de 162 000 grands électeurs. 95% d'entre eux sont des élus municipaux, car c'est surtout eux que les sénateurs sont censés représenter. Ils ont un rôle important d'écoute, et ce qui permet derrière, bien évidemment, de faire remonter au plus haut de l'État, je dirais, nos problématiques. Mais tous les conseillers municipaux ne sont pas forcément grands électeurs. Dans les villes de moins de 9 000 habitants, seule une partie du conseil municipal peut voter au sénatorial. Une restriction faite pour éviter que les petites villes soient surreprésentées par rapport à la taille de leur population. Il y a quand même près de 30 000 petites communes en France. Donc si 30 000 communes, on faisait voter tous les élus en grands électeurs, ça ferait, je pense, un nombre de grands électeurs, à mon avis, un petit peu trop important. Avec ses 2000 habitants, la commune des Mattel doit donc choisir 5 grands électeurs sur les 19 conseillers municipaux. La majorité et l'opposition ont chacun présenté une liste. Après un vote à bulletin secret, chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel à son score. 4 sièges donc pour la liste donc Alain Barbe et 1 siège, c'est ça, pour le collectif. À quelques kilomètres de là, un autre vote se prépare. Au conseil municipal de Montpellier, tout le monde est grand électeur d'office. Pas besoin de choisir parmi les élus. Il s'agit au contraire d'élargir le corps électoral. Pour une ville de la taille de Montpellier qui a 283 000 habitants et seulement entre guillemets 65 conseils municipaux, on est obligé pour représenter dans le corps des grands électeurs Montpellier à la hauteur de sa population d'avoir des délégués supplémentaires. C'est le cas dans toutes les grandes villes de plus de 30 000 habitants où le conseil municipal doit élire un grand électeur supplémentaire pour 800 habitants. À Montpellier, les 65 conseillers municipaux doivent donc désigner 318 grands électeurs supplémentaires. Chaque groupe présente une liste de personnalités de son choix. La seule condition pour y figurer, être inscrit sur les listes électorales de la ville. On y trouve donc beaucoup de militants, mais pas que. Michael Delafosse, maire de la ville, assure avoir d'autres critères. Les grands électeurs sont plutôt proches de ma sensibilité, étant de gauche, socialiste, écologiste, républicain, mais aussi, et pour ma part, j'ai tenu à ce que des sensibilités politiques de notre ville qui ne sont pas représentées au conseil municipal puissent disposer de quelques grands électeurs. En tout, 5 listes ont été déposées. Lucie Goutorbe. Elles sont ensuite départagées par un scrutin à la proportionnelle après un vote à bulletin secret. On est en train de renseigner les résultats dans la calculatrice que nous a fournie la préfecture afin qu'elle nous calcule automatiquement le nombre de sièges attribués à chaque liste qui s'est présentée. Avec 36 voix, la majorité municipale a remporté 177 sièges sur les 318 grands électeurs supplémentaires de Montpellier. Une fois élus sur cette liste, pas question de s'abstenir. En France, les élections sénatoriales sont les seules où le vote est obligatoire. Nicolas Corato, les relations étaient déjà tendues entre l'exécutif et le Sénat. On le sait, le Sénat devrait rester à droite en septembre. Il n'y a pas trop de mystère là-dessus. Est-ce qu'on risque d'assister à un regain de tension entre l'exécutif et la Haute Assemblée à l'approche des élections de 2022 ? Ça dépendra beaucoup de ce que voudra faire le président de la République avec les quelques mois qui le séparent du renouvellement du quinquennat. Si j'entends certains ministres, par exemple M. Dupond-Moretti, qui nous parle de révision constitutionnelle, et qui en parle peut-être rapidement ou trop rapidement,
effectivement, il va falloir faire avec Gérard Larcher et la majorité sénatoriale, dont vous avez raison de dire qu'elle ne devrait pas changer radicalement. Elle devrait même s'étoffer. On voit aussi que la gauche devrait avoir quelques sénateurs en plus, d'après les projections qu'on voit, mais on va rester dans une épure qui est identique. Tout dépend des projets et de, encore une fois, le mode partenarial que vous voulez nouer ou pas avec le Sénat. Jusqu'à présent, force est de constater que ce mode partenarial n'a pas fonctionné et qu'on a été plutôt sur un rapport de tension. Moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il faudrait regarder. C'est effectivement les projets de réforme constitutionnelle. Est-ce que c'est une bonne idée de poursuivre des idées de réforme constitutionnelle à mi-mandat? Et deuxièmement, la pratique du Parlement par ce gouvernement. Est-ce que Jean Castex va avoir une nouvelle pratique législative? Ce gouvernement a passé des centaines d'ordonnances. L'ordonnance, c'est quand même un gros mot au Sénat. Au Sénat, on veut voter les lois, on ne veut pas se les voir imposer par un gouvernement. Donc, est-ce que la méthode, c'est renouer le dialogue? Eh bien, on verra, et on verra peut-être à l'occasion de cette fameuse réforme des retraites, dont je vous rappelle qu'elle faisait beaucoup recours à l'ordonnance. Eh bien, est-ce que la nouvelle réforme version Jean Castex passera par une vision quand même beaucoup plus normale du rôle du Parlement? Alexandre Devecchio, le Sénat, principal obstacle sur la route d'Emmanuel Macron vers 2022? Non, je crois pas. Je crois pas que la droite sénatoriale ait réussi. Elle aurait pu, comme je le disais tout à l'heure, il y a une telle fracture territoriale en France qu'elle aurait pu être une droite des territoires enracinée. Mais on voit bien que la droite a gagné en fait les élections municipales, mais n'a même pas su le faire savoir. Tellement obsédée par les grandes villes et par copier finalement en marge d'Emmanuel Macron, oh, ils l'ont répété quand même. Moi, j'ai pas senti une très grande fierté d'avoir conquis ces territoires, pourtant délaissés, oublié, et il pourrait tenter de s'adresser prioritairement à cette France-là. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas fait. Donc oui, il va y avoir des tensions entre l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Mais je ne crois pas que ça peut être une force politique qui soit un obstacle à Emmanuel Macron pour la conquête présidentielle. Il aura plein d'autres obstacles, à commencer par lui-même. Mais je ne pense pas que ce soit le Sénat le problème, bien que ce sera sans doute une nouvelle défaite, puisqu'on voit bien que En Marche n'arrive pas du tout à s'implanter justement sur les territoires. Alexia Germont, le pari d'Emmanuel Macron, c'est un peu il n'y aura personne de crédible sur sa gauche. Pour 2022, c'est un pari risqué selon vous? C'est un pari risqué pour l'ensemble des Français, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, dans un choix qui soit un non-choix. Et je crois que la vivacité de la démocratie s'enrichit et devrait s'enorgueillir d'avoir une gauche forte, une droite forte, chacun fier de ses valeurs, une approche peut-être un peu plus transversale, on va dire, avec le parti que représente Emmanuel Macron, mais qui, comme vous le disiez, a quand même bien du mal à s'implanter dans les territoires et a aussi bien du mal, il faut bien le reconnaître aussi, dans la formation du gouvernement. On voit quand même que les profils qui ont de l'expérience, qui sont plutôt de centre droit ou de droite, trouvent plus facilement leur place, parce que il y a peut-être aussi un problème finalement de vivier au sein de la Macronie. De vivier, ou c'est une tactique politique? L'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on fait aussi avec les cartes que l'on a en main. Il y a un certain nombre de personnes de grande qualité qui ont pu émerger dans la Macronie, mais elles sont peut-être trop suffisamment nombreuses par rapport aux défis qu'Emmanuel Macron a eu à relever et qu'il ne pouvait pas anticiper. C'est-à-dire qu'on a quand même eu, entre les gilets jaunes, le Covid, donc c'est clair que ça a été en tout cas un mandat qui est certainement extrêmement difficile, et que la façon finalement de gouverner doit aussi s'adapter à cette difficulté, d'où la nécessité d'avoir des profils aussi qui ont de l'expérience. Si François Bayrou revient aux commandes officiellement, il faut y voir aussi, qu'on soit d'accord ou pas avec son positionnement, là n'est pas le sujet, mais quelqu'un qui a l'expérience, en tout cas, de la sphère publique. Claude Posternac, un mandat difficile, on a entendu ce que Alexia Germont venait de nous dire, un mandat qui peut rebondir demain, qui doit rebondir demain à l'occasion de cette interview aux Français? Oui, les choses sont difficiles. Les municipales
s'annonçaient difficiles, elles ont été pires que difficiles, donc ça c'est une réalité. Et vous avez raison de rappeler que la droite a gagné ses municipales et la droite devrait se féliciter d'avoir repris en particulier des sièges au Rassemblement national, puisque le grand perdant en dehors de la République en marche, c'est le Rassemblement national. Bon, si on continue à dérouler le fil qui a été le nôtre depuis le début de ce débat et qui tourne autour du Conseil national de la résistance, deux choses. Malheureusement. Non, mais très rapidement. Je dirais une chose. Les ordonnances, je vous rappelle que un des 4 points, c'était la sécurité sociale, et la sécurité sociale a été votée par ordonnance. Et puis le reste des sujets a été voté, je vous rappelle, en 1946 par une constituante. Donc, ça me paraît difficile aujourd'hui de rester dans le cadre défini de la Ve République telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense que la Ve République a énormément de vertus, mais elle ne correspond plus à la réalité de la vie française aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'impatience qui peut exister et la volonté des Français de participer. Donc, je pense qu'il faudra l'intégrer. Et la compréhension du Sénat, juste pour terminer, on ne peut pas comprendre le Sénat sans savoir ce qui va se passer au Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup. On vous réinvitera pour un prochain débat, évidemment, sur le Conseil de la Résistance. C'est la fin de ce débat pour l'instant. Merci à vous 4 d'avoir participé. Aujourd'hui, mon invité, c'est Thierry Baudet, le président de la Mutualité française. On va revenir longuement sur le Ségur de la santé qui s'est conclu aujourd'hui par un accord en grande pompe. On regarde ce sujet de Jonathan Dupriez, on en reparle juste après. Allons-y, je vous en prie. Signature savamment mise en scène, Jean Castex conclut le Ségur de la santé. Après 6 semaines de négociations, CFDT, UNSA ou encore FO ont officiellement signé ces accords pour revaloriser les carrières et les rémunérations des personnels de santé. Une avancée que le locataire de Matignon qualifie d'historique. Il s'agit d'un moment historique. L'État vient de dégager une enveloppe supérieure à 8 milliards d'euros. Sur cette enveloppe, 7,6 milliards sont destinés au personnel soignant du public et du privé. Infirmiers, aides-soignants ou encore personnels non médicaux comme les brancardiers ou les agents administratifs en bénéficieront. Pour eux, c'est l'équivalent de 183 € net mensuels d'augmentation. À cela s'ajoutent 450 millions d'euros pour les médecins hospitaliers. Cette somme permettra principalement d'augmenter l'indemnité de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent à n'effectuer aucun dépassement d'honoraires. Cette indemnité sera portée à 1010 € bruts par mois, ce qui représente une augmentation qui ira de 300 à 700 € quasiment de revenus pour l'ensemble des médecins hospitaliers qui font du service public exclusif. Et puis la création de 3 échelons en fin de carrière de manière à conserver les talents à l'hôpital dans la durée, qui permettra également de majorer de façon extrêmement conséquente la rémunération des médecins qui sont déjà capés, qui ont de l'expérience et qui peuvent l'apporter aux plus jeunes. Le Ségur de la santé prévoit aussi de nouvelles majorations des heures supplémentaires, une revalorisation des indemnités versées aux internes et aux étudiants en médecine, ainsi que la création de 15 000 postes dans les hôpitaux. Thierry Baudet, bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale de la mutualité française. La mutualité française, ça regroupe la plupart des mutuelles de santé en France. Je signale la parution de votre livre, Journal d'une crise, de l'urgence du Covid aux soins du quotidien. C'est publié aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce grand entretien. On se souvient tous de ces mots d'Emmanuel Macron. Quoi qu'il en coûte, nous disait le président, on s'occupera de l'hôpital public, quoi qu'il en coûte. Le Ségur a débouché, on l'a vu, sur un accord, 8 milliards d'euros. Est-ce que le compte y est pour vous ? Écoutez, c'est un effort très significatif. Je me souviens que pendant la crise du Covid, à 20h, de très nombreux Français sortaient pour applaudir les soignants. On avait été nombreux à dire que les soignants attendraient beaucoup plus que des applaudissements. C'est vrai que ces 15 dernières années, on a beaucoup fait payer à l'hôpital les exigences d'équilibre des comptes. L'hôpital et ses personnels étaient d'exsangue avant même la crise du Covid. Ils ont tenu le coup, ils ont fait face, ils se sont réorganisés. Là, les annonces du Premier ministre et du ministre de la Santé sont des annonces importantes. Il y a un vrai rattrapage et un vrai effort
tout à fait logique, mais qui est fait pour les personnels hospitaliers, du public et du privé, du sanitaire et du médico-social. C'est important. Alors, c'est pas ce que tout le monde pense. Certains syndicats, évidemment, critiquent ces accords. Pour l'association des médecins urgentistes, la montagne du Ségur de la santé a accouché d'une souris. L'urgentiste Patrick Pelou, on va le voir, parle de propositions insuffisantes, voire désespérantes. Le syndicat Sud parle, lui, d'imposture et de trahison. Il demande des effectifs supplémentaires et la réouverture de lits d'hôpital. Si je comprends bien, la crise du système de santé n'est pas terminée. Alors, quand on entend les annonces du Premier ministre et du ministre de la Santé, on pourrait penser qu'en réalité, le Ségur de la santé s'est transformé en Ségur de l'hôpital. Donc, il y avait des mesures qui étaient très attendues pour l'hôpital, des mesures de revalorisation. C'est aux professionnels d'apprécier si le compte y est. Moi, je souligne un effort extrêmement significatif. Parce qu'il n'y a pas de réforme structurelle. Voilà, mais on n'en a pas fini. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, si vous voulez, pendant cette crise, c'est que dans un premier temps, ça a été la grande affaire de l'hôpital. Et on a fait face à cette crise, au moins dans une première phase, comme si on ne pouvait s'appuyer que sur la moitié des professionnels de santé français, les professionnels hospitaliers, et on avait un peu oublié les professionnels de ville, les médecins, les infirmiers, les kinés. Et tout ça montre bien que pour pouvoir demain s'appuyer sur l'ensemble de la ressource médicale française, il faut se préoccuper du premier recours, qu'il faut notamment mieux organiser. La mutualité française plaide pour un exercice coordonné, regroupé, pluriprofessionnel. Alors, on parle dans ce Ségur de la santé, c'était l'occasion effectivement de rehausser les rémunérations. Vous parlez d'organisation. Il va falloir réorganiser l'ensemble du système de santé français. Oui, il faut réorganiser l'ensemble du système de santé français. Vous savez, moi, je me souviens de la crise des Gilets jaunes et du grand débat national qui avait été voulu par le président de la République. La santé ne faisait pas partie des thèmes qui avaient été identifiés par l'exécutif, et tous les maires qui ont organisé des débats ont été unanimes pour dire que le sujet qui montait, c'était le sujet de la santé. Il y a une impatience des Français, il y a une inquiétude quant à ce qu'on appelle la montée des déserts médicaux, les difficultés d'accès aux soins. Vous savez, les Français, ils ont conscience qu'on a un bon système de santé. Et d'ailleurs, la crise l'a montré. Encore aujourd'hui ? Oui, la crise l'a montré. On a soigné tous les Français. Vous savez, dans notre pays, on sort la carte verte, la carte vitale, avant la carte bleue, avant la carte bancaire. Simplement, les Français, ils ont le sentiment que les réformes successives, elles sont marquées du signe moins, que demain sera moins bien qu'aujourd'hui ou qu'hier. Et ils attendent des vraies réponses pour une prise en charge de proximité, pour permettre à l'hôpital de se concentrer, j'allais dire, sur son vrai métier et sur ses vraies missions. Alors en tout cas, cette crise, on n'était pas prêt, visiblement, évidemment, pour y faire face. Est-ce que les assurances et les mutuelles ont assez fait, selon vous, pendant cette crise sanitaire ? Écoutez, toutes les assurances complémentaires, mutuelles et aussi assurances privées ont répondu présent, c'est-à-dire que tous les contrats, toutes les garanties ont été exécutées. Parce qu'on a vu effectivement des petits patrons qui se plaignent de n'avoir plus rien. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas s'agissant des sujets de santé. Toutes les garanties ont été honorées auprès de l'ensemble des Français. Et lorsque des petits patrons, comme vous dites, des entreprises avaient des difficultés, les mutuelles leur ont accordé des délais pour payer leurs cotisations. Et puis il se trouve que la mutualité, c'est pas toujours très connu, elle marche sur deux jambes. On est un assureur santé, mais on est aussi un offreur de soins. 2800 services de soins et d'accompagnement sur les territoires. Les personnels soignants de la mutualité ont été en première ligne pendant la crise du Covid, au même titre que leurs collègues du public notamment. Alors la prochaine épidémie, ça sera peut-être d'abord la prochaine vague de Covid. J'aimerais vous faire réagir à ces images. À Nice, concert géant ce week-end. 5000 personnes massées en bord de mer, sans masque pour la plupart. Au même moment, il y avait une rave party du côté de la Nièvre. L'événement n'était pas autorisé par la préfecture. Il s'est déroulé dans une commune du sud de Nevers. Même chose à Arcachon, où 2000 personnes ont participé à une rave party. C'était aussi samedi soir. Quand vous voyez ça, ça vous agace? Qu'est-ce que vous vous dites? Je me souviens que comme vous l'avez dit, nous n'étions pas préparés à cette crise. Et notamment parce que dans notre pays, nous n'avons pas une culture de la santé publique, nous n'avons pas une culture de la prévention. Mais pendant la crise, on a vu progressivement émerger des attitudes et des gestes barrières.
protecteur pour soi-même et protecteur pour les autres. C'était plutôt encourageant. Simplement, on voit que ce n'est pas vraiment dans la culture. Il faut insister, il faut en faire la pédagogie, il faut le rappeler en permanence. Les questions de prévention, d'éducation à la santé qui sont un peu ignorées dans notre pays, on voit combien elles sont centrales. Et c'est vrai qu'il faut appeler l'ensemble de nos concitoyens à continuer à être vigilants, à respecter ces gestes barrières. Encore une fois, pour soi-même, mais surtout pour les autres. La prévention, ça vise d'abord à protéger les autres, les plus fragiles, et ça c'est très important. Il va falloir que collectivement, on reste, j'allais dire, sur la vague positive qu'on a vue émerger pendant la crise du Covid. Il ne faut pas se relâcher et il faut rester en effet très vigilant. Alors vous avez été aux premières loges pendant cette crise. Qu'est-ce qu'on a mal fait, selon vous ? Non, je ne sais pas ce qu'on a mal fait. Nous n'étions pas prêts. Mais nous avons vu, encore une fois, des attitudes positives se développer. L'hôpital était exsangue avant même le début de la crise, mais l'hôpital et les personnels hospitaliers ont su s'organiser, ont su dépasser les carcans administratifs pour s'adapter. Moi, j'en tire quelques conséquences pour l'avenir. La première, c'est qu'on voit bien tout le potentiel d'une société de la bienveillance, de l'attention à l'autre, du soin mutuel. Il faut vraiment ancrer dans notre pays la culture de la prévention. Et puis pour parler des soignants qui ont été formidables, les soignants, mais aussi les personnels des EHPAD, ceux qui s'occupaient des personnes âgées, les personnes qui intervenaient au domicile, on a vu qu'elles avaient des capacités d'adaptation et d'inventivité extraordinaires, notamment parce qu'elles ont su se défaire des carcans. Alors moi, là aussi, un des enseignements que j'en tire pour la suite, faisons le pari des territoires, faisons le pari des acteurs, faisons le pari de l'intelligence et cassons un peu et extrayons-nous un peu d'un certain nombre de carcans administratifs. Les territoires, justement, on y va tout de suite. Le département de la Mayenne compte actuellement 7 clusters. Une campagne de dépistage massif a débuté. Le président du département était sur notre antenne ce matin. Je vous propose de l'écouter. Je vous fais réagir juste après. Cette crise soudaine a eu l'avantage, en tout cas, de réveiller les consciences et de rappeler à tous les Mayennais le respect des gestes barrières et au-delà du respect des gestes barrières, le port du masque. Le conseil départemental de la Mayenne a été le premier département de France à en doter chaque Mayennais puisque le 8 mai, chacun a eu un masque. Donc moi, j'appelle tous les Mayennais et au-delà, bien sûr, tous les Français à porter le masque, notamment dans l'espace public clos, bien évidemment. Thierry Baudet, vous appelez, vous, au port du masque obligatoire dès aujourd'hui dans les lieux clos ? Moi, il faut avoir son masque sur soi. Lorsque j'ai pénétré dans l'enceinte du Sénat et de votre chaîne, naturellement, je portais le masque. Il faut acquérir... Parce qu'il faut l'imposer. Je crois qu'il faut généraliser le port du masque. C'est culturel. Vous savez qu'on a beaucoup reproché en début de crise le déficit de masques. Moi, parfois, il m'arrive de penser que si les masques avaient été disponibles, peut-être les Français ne les auraient pas utilisés. Vous savez, on est un peu comme ça. On râlait parce qu'il n'y avait pas suffisamment de masques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de masques à des tarifs tout à fait accessibles. On peut s'en procurer aisément et pourtant, tous les Français ne les utilisent pas. Donc moi, je crois beaucoup à l'éducation. Je crois à l'éducation à la santé. Je crois à la prévention. Il faut marteler les messages de prévention et il faut effectivement que ça devienne, j'allais dire, un réflexe. Il faut que ça entre dans notre culture. Encore une fois, la prévention, le port du masque, c'est pour les autres, c'est un geste civique, c'est pour protéger les autres, les êtres qui nous sont chers, les personnes vulnérables notamment, et puis tous les autres. Et pourtant, on constate un relâchement un peu partout. Dans un tweet, Emmanuel Macron a rappelé que les gestes barrières ne sont pas une option, c'était hier. Et pourtant, même parmi les responsables politiques, on l'a vu la semaine dernière lors des passations de pouvoir au sein des ministères, les ministres se congratulent, il y a eu des embrassades. Est-ce qu'il n'y a pas un poids de mesure ici, Thierry Baudet ? Je ne sais pas s'il y a un poids de mesure. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut être attentif. Il faut aussi faire preuve, j'allais dire, de discernement. Moi, je mesure combien c'est difficile de porter un masque. J'ai un vieux papa qui est une personne seule, qui est une personne malade. J'étais avec lui avant de venir vous rejoindre. Il souffre beaucoup de ne pas pouvoir toucher ses amis, de ne pas pouvoir embrasser ses enfants. Moi-même, je souffre de ne pas pouvoir lui manifester l'affection que
je voulais lui manifester précédemment. Mais c'est très important, ce sont des gestes civiques, il faut vraiment s'y tenir. Et c'est vrai que les responsables politiques, naturellement, les personnes qui ont une responsabilité publique, une exposition publique, doivent montrer l'exemple, naturellement. En France, ce problème, il est culturel, selon vous ? Nous n'avons pas de culture, de culture de prévention, une insuffisante culture de santé publique. Vous savez, notre système, c'est un système d'assurance maladie. On a une vraie mutation à opérer pour passer d'une assurance maladie à une assurance santé. C'est la santé qui doit nous préoccuper et la prévention, elle contribue à protéger ce fameux capital santé. Donc c'est une mutation des consciences. C'est une mutation des consciences. Ça touche l'importance des comportements individuels et collectifs. Naturellement. Troisième et dernier thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de la dépendance. On a vu comment les EHPAD français avaient sombré pendant la crise. Comment vous expliquez cette faillite qui est aussi la faillite de la société française ? Non, moi je pense. Il faut rappeler que vous gérez, je crois, 200 EHPAD en France. Un peu plus de 200 EHPAD. Je réfute votre expression sur la faillite des EHPAD. Non, moi je considère que les professionnels des EHPAD ont été remarquables. Mais simplement, ce dont nous avons pris conscience pendant cette crise, c'est que dans les EHPAD, les personnes qu'on y accueille sont des personnes âgées, lourdement dépendantes et plus vulnérables et qui ont besoin de beaucoup de soins. Et dans notre pays, on n'a pas encore fait totalement la mutation. Vous voyez, les EHPAD ressemblent encore parfois trop aux maisons de retraite d'antan dans lesquelles on entrait plus jeune et moins lourdement dépendant. Donc ce que cela montre, c'est qu'il faut opérer une mutation des EHPAD. Ce sont des lieux de vie, c'est très important, mais ça doit devenir davantage des lieux de soins. Il faut renforcer, j'allais dire, la capacité médicale des EHPAD pour des prises en charge complètes. Dans nos EHPAD, on a été confronté à certains endroits à des médecins de ville qui ne se déplaçaient pas, qui ne venaient plus dans les EHPAD. On manquait d'infirmières, par exemple, y compris la nuit, pour être auprès des personnes vraiment atteintes. Et encore une fois, en dépit de l'engagement extraordinaire de tous les personnels, ça montre qu'il faut vraiment renforcer la médicalisation, d'où l'importance de la grande loi que nous promet le ministre de la Santé, le président de la République. Alors cette loi, elle est annoncée, la création d'une 5e branche de la Sécu est peut-être en train de se concrétiser. 2 textes sont actuellement discutés au Parlement. Vous vous en félicitez, ça fait longtemps que vous demandez cette grande loi sur le grand âge. Oui, ça fait longtemps qu'on le demande. D'ailleurs, c'était au Congrès de la Mutualité française en 2018 que le président Macron avait annoncé ce projet d'une grande loi. Il y a eu des rapports très importants qui ont été effectués lorsque Mme Buzyn était ministre de la Santé. Elle avait demandé à un haut fonctionnaire, Dominique Libaud, de faire un rapport. Puis Myriam El Khomri, elle aussi, a fait un rapport. Les choses sont assez bien connues. Notre société vieillit. On va avoir de plus en plus de personnes au grand âge et donc de personnes dépendantes. La génération du baby-boom. Les générations nombreuses du baby-boom qui arrivent au grand âge. On sait que la plupart des personnes âgées souhaiteraient rester au domicile le plus longtemps possible. Bien, pour faire tout ça, il faut, j'allais dire, mettre des moyens importants. Il faut flécher des moyens importants, à la fois pour que les carrières soient plus attractives au domicile, pour renforcer le taux d'encadrement et la médicalisation dans les EHPAD. Donc il faut des moyens importants. Le rapport de Dominique Libaud disait qu'à l'horizon 2024, il faudrait mobiliser un peu plus de 6 milliards d'euros par an avant d'arriver à 10 milliards d'euros par an. On va revenir sur le financement, mais j'aimerais vous faire réagir parce que vous êtes l'auteur avec Laurent Berger d'une tribune parue chez nos confrères des Échos. Vous demandez donc cette grande loi sur le grand âge et la fin des vaines incantations. Je vous cite, il y a trop de bavardage sur ce thème. Il faut agir. Oui, il y a urgence. Il faut agir. Moi, je pense que sur ce thème, comme sur beaucoup d'autres, sur le thème de la santé qu'on évoquait tout à l'heure, beaucoup a été dit. Il y a d'excellents rapports qui ont été produits. Alors naturellement, on peut toujours discuter. On sait ce qu'il faut faire. Ce qui compte maintenant, c'est de faire. On a beaucoup dit. Maintenant, il faut passer du dire au faire. C'est ça l'enjeu, et c'est ça l'enjeu sur le grand âge et la perte d'autonomie. Il y a quand même le problème du financement. Vous évoquiez le rapport Libaud. Ce rapport, il stipule qu'il faudra trouver 6 milliards, un peu plus de 6 milliards d'euros d'ailleurs, par an à partir de 2024. Comment on finance, comment on trouve cet argent? C'est énorme. Écoutez, avant la crise
du Covid, on parlait de l'amortissement de la remise à zéro de la caisse d'amortissement de la dette sociale, et donc la fameuse CADES. Et donc, alors que la CADES n'était pas encore à l'équilibre, nombreux voulaient récupérer le fruit pas encore mûr, la CRDS notamment, pour financer la perte d'autonomie. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut naturellement des financements publics. C'est d'abord un sujet... Donc c'est l'État qui doit payer. C'est un sujet de solidarité nationale. C'est un sujet de solidarité nationale. Ça concerne l'ensemble de notre société. Mais nous, les mutualistes, nous pensons qu'il faut regarder toutes les sources de financement et que de manière complémentaire, on pourrait aussi réfléchir, par exemple, à une assurance dépendance généralisée qui pourrait non pas se substituer à la responsabilité des financements publics, mais qui pourrait intervenir sur une part, notamment pour diminuer le reste à charge supporté par les familles. En définitive, tout le monde va payer. Tous les salariés vont devoir payer, que ce soit l'État ou par prélèvement obligatoire, on devra tous payer. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes lorsqu'ils y sont confrontés, et c'est très difficile. Pour une personne qui est lourdement dépendante, qui est dans un EHPAD, pour plus d'un résident sur deux, le reste à charge, après toutes les aides publiques, il est supérieur aux ressources disponibles. Il est entre 1 800 et 2 000 euros, supérieur aux ressources disponibles. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce sont les enfants, ceux qu'on appelle les aidants, qui sont les premiers mis à contribution. Il faut sortir de cette situation. On parle beaucoup de l'aide aux aidants. La première aide qu'on pourrait apporter aux aidants, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas obligés de se mobiliser financièrement pour faire face à la dépendance de leurs parents. Thierry Baudet, petite question générale pour terminer cet entretien. Qu'est-ce que bien vieillir pour le patron des mutuelles françaises ? Bien vieillir, je crois que c'est pouvoir exercer son libre choix le plus longtemps possible, notamment le choix de rester à domicile. Bien vieillir, c'est vivre dans une société inclusive où la ville, les transports, les moyens de transport sont prévus et accessibles pour les personnes âgées. C'est une société inclusive, et c'est une société où, quand on est une personne âgée, on est toujours une personne socialement utile. Bien vieillir, c'est continuer à être utile. C'est une société plus solidaire. C'est une société plus solidaire, c'est une société qui repense et qui remet au cœur du vivre ensemble intergénérationnel. Merci beaucoup Thierry Baudet pour toutes ces explications. Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Avec nous pour la première partie de cette émission spéciale, Monique Lubin, bienvenue, vous êtes sénatrice socialiste des Landes, membre de la Commission des Affaires sociales, membre du Conseil d'orientation des retraites. Jean-Raymond Hugonet, bienvenue, vous êtes sénateur LR de l'Essonne, membre de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Cécile Cukierman, bienvenue, vous êtes sénatrice communiste de la Loire, porte-parole du PCF, vice-présidente de la Commission des Affaires économiques. Et Françoise Cartron est avec nous, mais à distance. Bonsoir, vous êtes sénatrice La République En Marche de la Gironde, membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Restons, si vous le voulez bien, centrés sur les axes économiques et sociaux, parce que c'est ce qui intéresse peut-être en priorité les Français, ce qui les inquiète le plus, et puis il y a eu quelques annonces quand même. Est-ce que c'est un discours de relance à la hauteur, selon vous, Cécile Cukierman ? Non, c'est un discours qui n'est pas à la hauteur, c'est un discours qui bien évidemment était attendu, parce qu'il y a besoin aujourd'hui de précision, et nous le savons, je crois, toutes et tous, l'automne s'annonce très certainement catastrophique, tant en termes économiques qu'en termes sociaux. Mais dans un certain nombre de mesures telles qu'elles ont été détaillées aujourd'hui, on ne répond pas à l'ampleur de la question, qui est comment demain nos TPE, nos PME qui animent les territoires, qui créent les emplois sur les territoires, qui créent la richesse nécessaire et indispensable, vont être réellement soutenus, accompagnés, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire de grands plans et de grandes théories. Il y a, je crois, vraiment besoin aujourd'hui d'aller au plus près et d'aider chacune et chacun. Par exemple, il a parlé de la relance dans l'industrie. Mais 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros. Mais d'abord, silence absolu sur ce que la France va faire ou ne pas faire dans les semaines qui viennent à l'échelle de l'Union européenne pour permettre que les entreprises viennent s'installer en France et qu'elles arrêtent de délocaliser, y compris même au sein de l'Union européenne. Rien n'a été dit, alors que nous le savons, nous avons aujourd'hui un tissu d'entreprises qui souffrent de cela, sur la question de la sous-traitance. Et donc, effectivement, comment est-ce que ces grands donneurs d'ordre, eh bien, ils s'organisent avec toutes ces entreprises de sous-traitance pour que nous réduisons la casse annoncée, parce que le Premier ministre a beau jeu de dire que nous avons vu des fleurons partir.
Mais force est de constater que depuis maintenant plus de 3 mois, à chaque amendement qui ont été déposés à l'Assemblée nationale comme au Sénat, pour permettre, de façon temporaire, de façon plus ou moins longue, selon les différentes approches que les uns et les autres peuvent avoir, que l'État, à un moment donné, reprenne une place dans un certain nombre de grandes activités. Je pense notamment à Luxfer autour de Clermont-Ferrand. Ça a toujours été un refus. Donc, quelque part, on est sur effectivement un plan qui se veut un peu plus détaillé que ce que nous a dit le président de la République, mais rien réellement pour s'attaquer au fléau que nous allons vivre maintenant dans les semaines qui viennent. Finalement, on a mis un petit pansement alors qu'il faudrait une véritable opération et une véritable, effectivement, stratégie industrielle pour permettre cette relance économique et donc sociale attendue, parce que pour qu'il y ait les emplois, il faut bien évidemment que la question économique reparte. Vous feriez un constat aussi sévère, Jean-Raymond Hugonet? Il y a quand même ce plan de 30 milliards d'euros. Vous parliez des TPE et des PME, mais 30 milliards d'euros déployés pour l'activité partielle, ça concerne quand même les petites entreprises, j'imagine. Votre regard général sur les axes économiques et sociaux? Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'avant la sévérité, beaucoup d'humilité par rapport à la période que traverse notre pays, qui que ce soit qui dirige le pays. Je veux rappeler quand même une chose, c'est le président de la République a grillé la politesse du Premier ministre en faisant hier une espèce d'interview navrante, consternante et choquante. Aujourd'hui, on a eu le droit à une liste, voilà, un peu besogneux, un catalogue à coût de dizaines de milliards d'euros, dont certes, enfin, nos concitoyens, nos administrés, sincèrement, doivent se dire aujourd'hui, mais donc l'argent coule à flot. Il faut aussi regarder la nature des chiffres. On parle de plans à 100 milliards ici, de 40 milliards ici. D'abord, ce n'est pas à la mesure de notre pays, puisqu'on voit bien que des pays voisins font beaucoup plus. Et à l'intérieur de ces centaines... Comme qui et combien ? Les Allemands, par exemple. On ne va pas revenir là-dessus, je pense, mais il est clair que les Allemands font beaucoup plus. Donc il aurait fallu plus que 100 milliards d'euros, selon vous ? C'est-à-dire que dans les 100 milliards d'euros qu'on affiche facialement, il y a en fait là-dedans, qui sont compris, c'est un joyeux bougli-goulga, et vous avez là-dedans aussi les crédits d'impôt, vous avez les garanties d'emprunt, vous avez quelque chose. Ce ne sont pas 100 milliards sonnants et trébuchants qui seront donnés. Donc les Français n'y comprennent plus rien. On voit que ce plan va être différé quand même. On parle d'un plan de rebond plutôt sur le deuxième semestre. C'est comme les masques au 1er août. Pourquoi attendre le 1er août ? Je comprends pas trop, alors qu'on s'est battu pour en avoir. Maintenant qu'on en a, on veut pas les porter. Et on nous dit peut-être le 1er août. Tout ça est incompréhensible. Je ne taxe pas Jean Castex de ne pas être honnête avec nous ou quoi que ce soit, mais on sent bien que là, il est dans un rôle de Premier ministre exécutant, avec des moyens du bord, des phrases creuses qu'on a réentendues sur l'environnement, qu'on nous dise clairement les choses. L'écologie est l'affaire de tous, c'est à cela que vous pensez ? Sincèrement, c'est consternant. Je me suis pincé pour y croire, même si chez nous, c'était M. Le Drian, qui n'est pas forcément le plus grand tribun du monde, mais... Arrêtons avec ça. On est aujourd'hui face à une crise qui va être majeure économiquement à la rentrée. Il faut aider les entreprises. Plus personne ne comprend grand-chose d'où vient cet argent et comment il faudra le payer à un moment ou à un autre. Parce que là, on rase gratis, on baisse les taxes, on nous dit, on essaierait de nous faire croire tout et son contraire. Donc, halte aux mots maintenant. Des preuves tangibles. Et je vous laisserai répondre évidemment, Françoise Cartron, puisque vous êtes la seule à représenter la majorité présidentielle ce soir. Je donne d'abord la parole à Monique Lubin. Écoutez, je pense que ce qu'a précisé le Premier ministre aujourd'hui, il a essayé d'aller dans des détails, mais il est finalement comme le président de la République hier. On est effectivement devant une crise majeure. Moi aussi, je parlerai avec beaucoup d'humilité. Parce que je pense que qui que ce soit qui se serait trouvé dans cette situation n'aurait pas eu la solution comme ça, si je puis m'exprimer ainsi. Donc je pense qu'il faut effectivement avoir un peu d'humilité face à cette situation, mais on est dans le général. Et je pense qu'on est dans le général pour 2 raisons. D'abord parce que je pense que personne ne sait aujourd'hui comment on va financer tout ça. Donc je vous rejoins quand vous dites qu'on annonce des sommes d'argent considérables, tellement considérables et pour tout, que finalement plus personne ne sait très bien où on en est. Mais ce que nous savons, c'est que nous ne savons pas encore réellement d'où va venir cet argent. Et donc, nous ne pouvons pas réellement savoir comment nous allons répondre aux attentes notamment des entreprises. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup,
c'est la façon dont les sujets sociaux seront traités. Parce que ceux-là seront, je ne dirais pas qu'ils seront primordiaux, parce que pour faire du social, il faut que la machine économique tourne. Mais dans un premier temps, nous allons avoir des contraintes sociales énormes, et pour l'instant, je n'ai pas entendu beaucoup de réponses. Là, par contre, on en revient aux vieilles recettes. Et on en vient aux vieilles recettes puisque ce sont les emplois aidés. Les contrats aidés, ça fait plaisir. Hein. Les contrats et aidés. je précise que Jean Castex a commencé son discours en tenant compte de cette crise qu'il a qualifiée crise économique d'envergure internationale. Et il a bien insisté sur cette France qui avait peur du déclassement. Françoise Cartron, je suis obligée de vous laisser répondre tout de même à toutes ces critiques que vous entendez sur ce plateau. Oui, merci. Alors écoutez, moi dans toutes ces critiques, j'entends un peu tout et son contraire. C'est-à-dire, j'ai entendu que ce plan n'est pas à la hauteur, il n'est pas suffisant. Et puis l'instant d'après, mais d'où vient l'argent? Comment va-t-on trouver? Comment va-t-on faire? Alors, 100 milliards, c'est pas assez, mais c'est déjà trop puisqu'on ne sait pas comment on va le payer et donc on nous dit c'est irréaliste. Bon, moi, ce que je crois, ce qui a été dit, un peu d'humilité, nous sommes dans une crise qui est inégalée. On n'a jamais vécu un tel séisme. Et donc, face à ça, par rapport à la répartition de parole entre le président de la République et le Premier ministre, moi, j'ai toujours compris que dans la Ve République, le président de la République donne les axes, les grands axes. Alors là, on lui demande d'être précis et non, il reste dans son rôle. Et puis après, c'est le Premier ministre qui décline les détails chapitre par chapitre. Donc ça m'apparaît, ça ne me choque pas, puisque c'est quand même la Ve République qui est formée comme cela. Après, moi, je pense que j'ai vu le discours du Premier ministre qui a commencé par parler des jeunes. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et pour moi, là, le diagnostic qui est posé est parfaitement adéquat, parce que ceux qui souffrent et qui vont souffrir le plus de cette crise, ce sont les jeunes. Tous ces jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, eh bien, pour leur premier emploi, vous imaginez, on ne leur propose que des impasses ou des refus. Donc ça m'apparaît essentiel qu'on mette le paquet sur les jeunes dans toutes les formes qu'on peut imaginer. Prolonger la scolarité avec des formations complémentaires plus adéquates. Alors sur les contrats aidés, moi j'entends. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on refasse les mêmes contrats aidés qu'avant. Parce que les contrats aidés avant, il n'y avait pas de formation, de qualification suffisante qui accompagnait ces contrats aidés. Moi, je les ai vus dans un premier temps, ben oui, ça répondait à des besoins ici ou là, on les mettait en situation de répondre à ces besoins, mais il n'y avait pas une formation ambitieuse qui accompagnait. Donc moi, je veux bien des contrats aidés, mais je veux une formation très ambitieuse qui les accompagne. Alors ça, et puis ensuite, les jeunes, effectivement, Françoise Cartron. Mais cet après-midi, c'est vrai, à l'Assemblée, on a quand même été frappé par le nombre de milliards d'euros déployés. Vous l'avez dit, on a l'impression un peu que les vannes sont ouvertes et ça peut un peu surprendre les Français. Je voudrais écouter ce condensé d'annonces sur ces dizaines de milliards d'euros qui ont été annoncés cet après-midi. Ce condensé d'annonces est réalisé par Cécile Even. Écoutez. La loi de programmation annuelle de la recherche permettra un réinvestissement massif de 25 milliards d'euros dans la recherche publique pour les 10 prochaines années, au travers des dispositifs d'activité partielle qui mobiliseront 30 milliards d'euros cette année et encore 8 milliards l'année prochaine pour soutenir l'emploi et les salaires dans les entreprises confrontées à une baisse durable de leur carnet de commandes. Nous sommes aujourd'hui trop dépendants de nos partenaires extérieurs et insuffisamment présents sur certains secteurs stratégiques. Nous consacrerons, dans le cadre du plan de relance, 40 milliards d'euros pour que cela change. Le plan de relance proposera de mobiliser plus de 20 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, pour réduire les émissions des transports et de nos industries, pour produire une alimentation plus locale et durable, pour soutenir les technologies vertes de demain. Nous avons signé un accord majoritaire d'une ampleur inédite
désormais entré dans l'histoire sous l'appellation de Ségur de la santé. Un engagement portant sur 8 milliards d'euros a été conclu. Voilà, ça en fait des milliards d'euros, Cécile Cukierman. Cette fois, et contrairement à la crise de 2008, ce n'est pas le choix de l'austérité budgétaire qui est fait. Est-ce que cela, vous le saluez? Non mais, attendez, je crois qu'on vient de le dire les uns les autres. La question n'est pas d'additionner des milliards pour additionner des milliards. Tout d'abord, effectivement, ce ne sont pas 100 milliards en monnaie sonnante et trébuchante qui vont sortir et être posés sur la table. Donc la question, et j'en reviens à ce que j'ai dit précédemment, c'est d'abord quel réel plan de relance il y a, quelle volonté politique il y a. Parce que j'entends, et il y a besoin d'humilité, mais l'humilité, elle n'empêche jamais ni l'exigence, ni l'ambition pour sauver notre pays de la situation dans laquelle il est. Que ça manque de vision. Et donc si, à un moment donné, dans tous ces milliards mis sur la table, c'est refaire les vieilles méthodes qui n'ont pas fonctionné, sur le crédit impôt recherche, sur du crédit à la compétitivité, sur la poursuite, parce qu'aujourd'hui on voit y compris un certain nombre de problèmes qui sont en train d'être créés, c'est-à-dire que le prêt garanti par l'État, par exemple, il est bien pour répondre à une urgence, mais il ne le solutionne en rien sur le long terme. Comment est-ce que l'on fait redémarrer l'activité des entreprises et donc comment l'on pérennise à terme les emplois? Donc la question, elle n'est pas simplement d'additionner des chiffres pour donner le sentiment que l'on va faire. La question, elle est de peser d'abord cet argent-là, d'où il vient, comment il va être utilisé, sous quels critères et sous quelles conditions, parce qu'il y a une chose que le gouvernement ne dit pas. Mais il dit, on va faire de l'exonération de cotisations sociales. Très bien. Si on fait de l'exonération de cotisations sociales, au bout d'un moment, qu'est-ce que l'on réduit? Les caisses de la sécurité sociale. Donc je pose la question, tout bêtement, qu'est-ce qui se passe en janvier, février, mars prochain, si on est refrappé par une nouvelle épidémie et que l'on n'a plus les moyens d'assurer, comme l'a fait notre système de sécurité sociale ces derniers mois, pour assurer la santé de tous. Donc vous voyez, à un moment donné, on peut additionner des chiffres, mais là, ce que fait le gouvernement, c'est vouloir effectivement jeter plein les yeux à chacun, parce que plus on va donner des chiffres, plus ça impressionne, mais il ne sécurise en rien, y compris pour les 600 jours qu'il reste de ce quinquennat, sur des garanties de retour de l'emploi, de relance du pouvoir d'achat et surtout d'une France qui reparte et qui reparte réellement de l'avant. Pas de financement et pas de vision de long terme. Je vous laisse répondre tout de même là-dessus, Françoise Cartron. Non, là j'interviendrai un petit peu en fond. Prenons juste un exemple concret. Nous avons le secteur de l'automobile, qui est un secteur qui était en grande difficulté. Et la vision, c'est de dire il faut que la transition écologique et donc la mutation du type de production de véhicules s'accélère pour que les Français puissent s'équiper en véhicules moins polluants et d'ailleurs qui sont moins chers à la consommation, pas à l'achat, à la consommation. Donc il y a deux choses, il y a l'aide à l'achat et puis il y a donc cette relance qui doit être faite et donc derrière de l'emploi. Moi je vais vous dire, on entend les secteurs en grande difficulté. Moi j'ai questionné mon concessionnaire automobile, voilà, qui m'a dit qu'il avait fait un mois de juin qui était plus important que le mois de juin de l'année dernière. Et qu'il constate une grande demande pour passer vers des véhicules hybrides ou électriques. Donc, l'ambition, il faut aider les Français à acquérir ces véhicules parce qu'ils sont encore trop chers pour beaucoup de Français, mais il faut aussi booster la production industrielle pour que justement on puisse répondre à cette demande. Les Français sont prêts. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'emploi. Bon, ben voilà, là, moi, je pense qu'on a une vision des modalités et donc et une réponse qui puisse correspondre à l'attente des Français. Et pas d'effort fiscal demandé aux Français. Ça a été dit très clairement cet après-midi. Vous le saluez ? Mais qui va croire ça 2 secondes? Vous dites c'est un cheval de bois, il vous file un coup de pied. Quand le président de la République nous dit qu'il a baissé les taxes, je vous garantis que sur le terrain, demandez aux Français s'ils ont compris si les taxes avaient baissé. Nous sommes là dans la communication. Quand j'entends le Premier ministre dire « nous allons rentrer dans l'histoire avec le Ségur de la santé », quand j'entends le président de la République nous dire que c'est l'état de guerre, mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Il faut laisser aux mots
leur vérité. Et là, on est clairement dans la communication. Alors ça ne peut plus durer. Les Français n'y croient pas. Ils ont bien compris, à écouter le président de la République hier, et j'aurai une lecture de la Ve République, notre collègue et ami Françoise Carton, je lui conseille juste de relire un tout petit peu la Constitution et comment d'autres présidents de la République, au départ de la Ve République, l'ont utilisée, y compris d'ailleurs plus récemment celui qui l'a fustigé le plus, puisqu'il l'appelait le coup d'État permanent, et qui s'en est parfaitement acclimaté et accommodé quand il l'a eu entre les mains. Donc, les Français n'ont pas besoin de ça. Les Français ont besoin d'un élan commun. Ils ne le ressentent pas. Vous ne l'avez pas ressenti cet après-midi? Mais ni cet après-midi, ni hier, ni depuis des lustres. Et les Français ne le ressentent pas, excusez-moi de le dire avec un petit peu de fougue, mais c'est clair et c'est évident. Le président de la République, hier, a passé son temps, alors qu'il est le commandant de bord, à faire son mea culpa. Donc, qu'il se soit trompé, c'est un être humain, il se trompe, mais qu'à chaque fois qu'il fait des interventions publiques, ça soit un mea culpa, ça montre tout simplement que le pilote n'est pas à la hauteur. En revanche, et cet ne sait pas où après-midi, il va. et pour être précise pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas suivi ce discours, Jean Castex a bien insisté. Il a parlé de son ambition première qui était de réconcilier, de ressouder les France. Alors s'il veut ressouder les Français, je lui conseille une chose, très modestement, parce que je n'envie pas son poste. Mais quand le président de la République, dans une interview longue et pénible avec des journalistes, ne parle pas une seule seconde de la sécurité, alors qu'aujourd'hui c'est un élément déterminant dans notre pays. Encore une fois, je suis sénateur de l'Essonne. La nuit dernière, un pompier s'est fait tirer dessus. Un pompier s'est fait tirer dessus. Un chauffeur de bus perd la vie en faisant son métier. Ça, ce n'est plus possible. Et là, il n'y a pas de prêt de garantie d'État. Il y a une vision de la nation, un entraînement, une exemplarité et le fait qu'on attend l'État sur ses pouvoirs régaliens et pas sur des singeries. Monique Lubin, on a eu cette phrase aussi, libérer les territoires, c'est libérer les énergies. Jean Castex semble vouloir compter sur les territoires pour cette relance. Est-ce que ça vous parle? Écoutez, ce sont des grandes phrases que l'on entend chaque fois. Là aussi, j'ai envie de dire... Vous n'y croyez pas, venant de lui en particulier? Enfin, venant de lui, venant de... Vous voulez que je vous dise, j'en ai assez des grandes phrases, mais d'où qu'elles viennent. Voilà, j'en ai assez des grandes phrases. Voilà. Là, on est dans une situation qui est quand même terrible. Et puis, j'ai quand même l'impression qu'on est en plus au début. On est au début d'une crise. Donc, on est en train de tirer des plans sur la comète face à une situation dont on ne connaît absolument pas la portée. Par exemple, ce que je voudrais préciser quand même, lorsque vous parlez de fiscalité, quand on dit qu'on ne fera pas payer aux Français, ça veut dire qu'on ne fera payer à aucun Français ? Ça veut dire qu'on ne va pas remettre un peu de justice fiscale dans le pays? Parce que moi, c'est ça que j'entends. C'est le message, c'est clairement le message. Comment faire croire qu'on peut distribuer autant d'aides sans jamais mettre à contribution les citoyens? Je trouve justement que dire ça n'est pas très citoyen et ça n'est pas très responsable. Il faut arrêter de raconter aux Français qu'on peut donner sans jamais demander un échange. Mais demander à qui ? Demander à qui? Parce que lorsqu'on rallonge la durée de vie de la CADES, lorsqu'on prolonge le CRDS, on va obligatoirement continuer à prélever des impôts à tous les Français. Par contre, est-ce qu'on va revenir sur la flat tax? Est-ce qu'on va revenir sur un certain nombre de cadeaux fiscaux que l'on a faits? Et ça, je ne l'ai pas entendu. Et compter sur l'aide européenne? Compter sur l'aide européenne. C'est ce qui semble être mais bien sûr, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Et si l'aide européenne arrive, et si ils arrivent avec Angela Merkel à convaincre tous les pays européens du bien fondé d'une politique européenne qui permette à tout le monde de sortir de la crise, ça sera merveilleux, mais on n'en est pas là. Donc pour l'instant, moi je ne reproche pas qu'on annonce des sommes. J'ai presque envie de dire, alors je peux comprendre que nos collègues de la majorité ne l'entendent pas, mais j'ai presque envie de dire que on en annonce tellement qu'on finit par douter. Je veux dire, ces sommes sont tellement irréelles. Moi, à un moment, j'aimerais qu'on soit un peu plus courageux et qu'on dise certaines vérités aux Français. C'est surtout, excusez-moi, mais par rapport à ce qu'a dit Cécile Cukierman tout à l'heure, voilà 3-4 mois, Madame Buzyn, qui connaît le sujet dont elle parle, la santé, vient dans l'hémicycle nous dire, avec donc compétence, mais aussi une certaine arrogance du Nouveau Monde, qu'on ne pouvait pas donner plus d'argent à l'hôpital, alors que
par exemple, Cécile Cukierman et ses collègues en demandaient, en disant de l'argent, il y en a. Je raccourcis. Oui, non, mais voilà. Et là, Mme Buzyn nous disait non. Il n'y en a pas. Arrive un virus, oui. 2 secondes après, c'est un autre ministre qui arrive, nous noyons le tout sous les euros, il n'y a plus de problème là. Il n'y a plus de problème. Comment voulez-vous que les Français Vous voyez croient ça ? sur ce que vous disiez sur les territoires, je trouve que c'est assez parlant et peut-être encore plus ici au Sénat. On verra ce qui nous sera dit plus précisément demain. Mais il y a quand même un souci avec ce gouvernement, c'est que on a eu un début de quinquennat qui a méprisé le Sénat et donc les représentants des collectivités territoriales et donc des territoires. Puis on a eu les gilets jaunes. On nous a dit, oulala, il va falloir partir de la réalité des territoires, etc. Bon, une fois qu'on a fait la grand-messe à réunir tout le monde, pendant plus de 6 heures en direct, etc., on n'en a rien vu sortir. Donc aujourd'hui, soudainement, on se souvient, mais vous savez, les élus, les territoires, c'est pas simplement ce qu'on sort juste quand il faut pour aller mieux. Donc on verra également comment va se poser tout le débat sur la décentralisation et effectivement quelles sont non pas les énergies qui vont sortir des territoires, mais quels sont les moyens demain pour que la République aille au plus près de chacune et chacun dans les territoires. Et à cela, le Premier ministre ne répond pas et je pense que cette crise, elle est aussi révélatrice de cette fracture territoriale et républicaine. Il nous reste quelques minutes. Il y a une réforme sur laquelle l'exécutif persiste et signe envers et contre tous. J'ai envie de dire, c'est la réforme des retraites et je vais vous laisser répondre dans un instant, Françoise Cartron. Elle sera différente, mais elle sera bel et bien menée. Écoutez. La crise nous invite plus que jamais à poursuivre nos objectifs vers un système plus juste et plus équitable, notamment pour les femmes et les travailleurs modestes, passant par la création d'un régime universel. Cela implique, mesdames et messieurs, clairement la disparition à terme des régimes spéciaux, tout en prenant pleinement en considération la situation des bénéficiaires actuels de ces régimes. Alors, plus de régimes spéciaux, mais on tient compte de la situation particulière de chacun aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comprenez, Françoise Cartron ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Ce que je comprends, c'est ce qui a été dit tout le temps et qui, à mon avis, est indépassable et incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une réforme des retraites qui pénalise en cours de carrière, au moment où ils vont arriver à la retraite, des centaines et des centaines de travailleurs et d'employés. Donc, le principe, c'est de se projeter pour quelle retraite, je dirais, en 2050, avec quels nouveaux paramètres et quels nouveaux critères, mais en aucun cas, et c'est ça qui a été source d'angoisse et d'inquiétude, en aucun cas, bon, je prends l'exemple, par exemple, des enseignants, qui sont rentrés dans le métier avec un contrat, avec des salaires qui n'étaient pas extrêmement élevés, mais avec une garantie d'une retraite qui était plus favorable qu'une retraite dans le privé, puisqu'elle ne prenait en compte que les 6 derniers mois de l'année. Si on change les règles du jeu pour ceux qui sont rentrés il y a 5 ans, 10 ans et autres, ce n'est pas possible. Et je crois que c'est ça qu'il faut entendre. Maintenant, ça ne nous exclut pas de nous projeter et de dire, est-ce que le système qu'on a, il est parfait, il est juste et on le maintient quoi que ce soit, ou est-ce qu'on l'améliore? Et on voit bien que quand on l'améliore, c'est pour les carrières hachées, c'est pour les petits salaires, c'est pour les femmes. Voilà. Est-ce qu'on peut s'interdire de réfléchir à comment on peut améliorer aujourd'hui le système, ou est-ce qu'on dit, écoutez, on ne bouge rien parce que tout va bien, et puis je rappellerai peut-être la phrase de Michel Rocard, c'est vrai que toute réforme des retraites fait sauter tout gouvernement. Monique donc on se demande, et donc on attend d'être 50 de plus. Je voudrais qu'on... Sauf que ça n'est pas ça qui va se passer, chère collègue Françoise, parce que moi j'ai bien entendu depuis hier tout ce qui se dit. Effectivement, pour éviter de faire peur, on va reculer peut-être les moments de discussion sur la réforme des retraites, la réforme systémique, mais par contre, on nous annonce clairement des changements financiers
Et ces changements financiers ne pourront intervenir que très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se saisit d'une réunion du corps, j'ai pas le temps d'en parler, mais j'espère qu'on aura le temps de bien expliquer cela aux Français à un certain moment, qui a fait une photographie à un instant T et qui parlait de 25 milliards de déficit, tout en précisant que bien évidemment c'était l'instant T et qu'on ne pouvait absolument pas préjuger de ce qui allait se passer dans les mois et les très prochaines années à venir. Et donc on prend ce prétexte-là et on dit on va manquer d'argent. Et donc, si le principe est de faire rentrer l'argent maintenant, et c'est ce qu'on lit depuis l'intervention du président de la République sur tous les journaux, eh bien, il s'agit de faire rentrer de l'argent immédiatement. Et faire rentrer de l'argent immédiatement dans les caisses, ça veut dire, l'une des solutions, et c'est la plus facile à prendre, c'est d'empêcher les gens qui doivent partir à la retraite dans les 2-3 ans qui viennent de partir. Et ça, on ne le dit pas. Mais c'est pourtant ce qui se fera si vraiment on fait une réforme paramétrique, là, au PLFSS cette année. C'est ce qui va se produire. Et c'est probablement l'un des sujets des semaines et des mois à venir. Emmanuel Macron persiste et signe avec cette réforme des retraites dont on n'a pas fini de parler, notamment sur Public Sénat. Vous reviendrez évidemment pour en parler avec nous. Merci à tous les quatre d'avoir passé cette première demi-heure avec nous. Le Premier ministre dit vouloir se mettre dans une logique préventive et c'est d'ailleurs contre toute attente par le volet sanitaire qu'il a commencé son intervention au Sénat ce matin. Faut-il y voir un signe inquiétant? On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant. D'abord le discours et les réactions, c'est avec Marie Brémaud. Jean Castex ne s'est pas attardé sur le plan de relance, la réforme des retraites ou l'emploi des jeunes. L'essentiel avait été dit hier devant les députés. Face à la crise sanitaire et à la possibilité d'une deuxième vague de la Covid-19, le Premier ministre souhaite avancer l'obligation du port de masque dans les lieux publics clos. Il n'est plus question du 1er août. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. Il était temps, comme l'exprime le président du groupe centriste. Et imposer le port du masque, ce que, enfin, le gouvernement est déterminé à faire, vous l'avez annoncé, et maintenir davantage de vigilance participe au rétablissement de la sécurité sanitaire et donc de la confiance. La décision est majoritairement approuvée ici au Sénat. Concernant les tests de dépistage, le Premier ministre a annoncé son intention de les développer davantage, insuffisant pour le patron des sénateurs LR. J'ai entendu le président de la République dire « mais on a les capacités, mais on n'a pas la demande ». Non, c'est pas qu'on n'a pas la demande, on n'a pas la stratégie, monsieur le Premier ministre, pour tester. On nous avait promis 700 000 tests, on en fait 2 fois moins. Il ne faut pas attendre, la plupart des cas sont asymptomatiques. Le Premier ministre a défendu le Ségur de la santé, détaillant les investissements. 6 milliards du plan de relance dédié à l'investissement en ville et à l'hôpital, 13 milliards de reprise de dettes hospitalières. Des annonces qui n'ont pas convaincu à gauche de l'hémicycle. J'ai cette impression peut-être fugace, mais somme toute bien détestable. Pour vous, il faut que tout change pour que rien ne change. L'atterrissage du Ségur de la santé est à ce titre emblématique. Oui, le cap, vous le gardez. Jean Castex se dit homme des territoires et veut prendre à bras-le-corps le problème des déserts médicaux. Il souhaite généraliser la télémédecine, mais pas que. La décentralisation est en marche, aussi pour les structures de santé, au travers de contrats territoriaux. Je souhaite à cet effet que les régions, les départements et les intercommunalités puissent prendre une part plus grande dans la gestion de notre système de santé. La question, c'est pas de créer un nouveau type de contrat, c'est pas de créer un nouveau millefeuille administratif, c'est de modifier en profondeur la gouvernance. Autant dire qu'en matière de santé, le nouveau gouvernement doit encore convaincre ici, au Sénat. Et avec nous pour la première partie de cette émission spéciale en direct ce soir sur Public Sénat, Alexandre Malafaille, bienvenue. Vous êtes président fondateur du think tank Sinopia. Nicolas Tenzer, bienvenue, politologue, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Pablo Pio-Vivien, bienvenue. Vous êtes responsable éditorial de la revue Regard. Et Ambroise Méjean est également avec nous, mais à distance. Délégué général des Jeunes avec Macron, membre du bureau exécutif d'En Marche. Bienvenue à tous les quatre et merci d'être avec nous. Port du masque obligatoire dès la semaine prochaine, annoncé d'entrée de jeu ce matin au Sénat. Jean
Jean Castex accélère. Alexandre Malafaye, est-ce que vous y voyez une preuve d'écoute, de réactivité? Il y avait des inquiétudes sur ce point précis. Il a réagi extrêmement rapidement. Oui, je ne suis pas dans le consensus, moi, sur le port du masque universel, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut trouver le bon équilibre entre le retour à une vie normale et évidemment les mesures de prophylaxie. Il y a des endroits où, évidemment, le port du masque paraît de très bon sens, je pense notamment au transport en commun. Après, il y a un signal bizarre. C'est-à-dire, on nous parle aujourd'hui de territoire, de vouloir déconcentrer, donner du pouvoir, des responsabilités, et on reprend le grand principe d'une loi universelle pour tous, un décret qui va s'appliquer à tout le monde partout. Voilà, je pense qu'il aurait été beaucoup plus préférable de dire, voilà, on crée les conditions pour que partout c'est nécessaire, partout les maires l'estiment, partout en lien avec les préfets, on décide de reporter le masque. Mais est-ce qu'à Paimpol, est-ce que dans le fin fond du Finistère, est-ce que dans les montagnes, est-ce que dans certaines plages de France, il faut absolument, dans tous les commerçants de France, il faut continuer à porter le masque? Et donc, moi je dis juste une chose, tant qu'on ne retrouvera pas un mode de vie normal, on aura une activité qui vivra avec un rythme dégradé. En venant tout à l'heure, j'étais dans un taxi, il est à 30% de son activité. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand c'est supportable? Donc je pense que c'est un mauvais signal envoyé, alors qu'on aurait pu envoyer un signal autre, qui dit écoutez, prenez vos mesures, il n'y aura pas d'arrêt de Conseil d'État, là où c'est nécessaire, vous faites le job. Le pouvoir aux autorités locales. Oui, c'est vrai que ça allait avec une logique de décentralisation, après tout. Oui, c'est ça, parce que là aussi, on entend beaucoup effectivement parler de la décentralisation, d'un nouvel acte, etc. Mais la décentralisation, ça ne veut rien dire. La décentralisation, c'est d'abord une question, tout simplement, de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Si c'est uniquement pour donner plus de pouvoir à un certain nombre d'élus, que derrière, il n'y a pas des objectifs précis, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Est-ce que déjà, d'ailleurs, la décentralisation passée, les différents actes, sous les lois Raffarin, etc., est-ce que ça a donné de bons résultats en termes d'amélioration de la gestion des collectivités locales, en termes d'économie publique, en termes d'emploi, etc. Je pense qu'il faudrait d'abord en tirer le bilan. Sur la question du masque, moi je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord avec ce que disait Alexandre Malafaye, c'est-à-dire je pense qu'effectivement il faut là pour le coup trouver des solutions locales, mais avec une inquiétude colossale. Moi j'ai une vraie inquiétude sur qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc vous êtes plutôt rassuré par le fait qu'il accélère le tempo sur le port du masque obligatoire dans les lieux publics? Non, moi je pense qu'encore une fois, je suis assez d'accord, j'irai avec beaucoup de précautions sur toutes les mesures qui risquent quand même de nuire à l'activité économique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je veux dire, il y a des endroits, je suis assez d'accord, où il faut le faire. Mais globalement, quand je vois l'état des cinémas, des théâtres, des salles de concert, d'un certain nombre de magasins, quand je vois aussi les contraintes aujourd'hui qui pèsent sur les jeunes, encore une fois, beaucoup l'ont dit, les jeunes, me semble-t-il, ont été vraiment sacrifiés dans cette affaire. Et je pense que là, il y a quand même une réflexion à avoir. Il y a des équilibres à trouver. C'est pas facile. Je ne dis pas que j'ai la solution clé en main. Personne ne l'a. Mais enfin, faisons attention et ne négligeons pas cet aspect-là. Il y a ce que vous dites, et puis certains observateurs affirment aussi que Jean Castex a un peu court-circuité Emmanuel Macron en avançant la date du port obligatoire des masques. Vous allez me dire si c'est votre avis dans un instant, Pablo Plio, Vivien. Est-ce vraiment le cas? Je vous rappelle juste les mots du chef de l'État le 14 juillet. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Nous allons nous mettre en situation de pouvoir, par exemple, à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. En attendant, il recommande à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum. Est-ce que ça vous a semblé contradictoire avec ce qu'a annoncé Jean Castex aujourd'hui au Sénat? Moi, très honnêtement, je pensais que ce genre de cafouillage sur les dates qui sont avancées, qui sont repoussées, les tests où on dit qu'on va en avoir 700 000 et puis finalement on en a plus de 200 000, etc. Je pensais que ça avait été circonscrit au moment de la crise la plus aiguë qu'on a connue jusqu'au 11 mai finalement. En fait, là, on se rend compte que non. On se rend compte que même pour vous, il y a la un crise, là. Pour vous, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Enfin, je veux dire, il a annoncé, c'était assez clair dans le verbatim que vous avez écrit sur votre écran. C'était assez clair que c'était le 1er août. Et effectivement, il a dû rétro-pédaler parce que de toute façon, cette date ne correspondait à rien. De façon, les autorités de santé, derrière, il y avait des gens sur les plateaux des médecins, des épidémiologues qui disaient mais pourquoi le 1er août pourquoi pas le 3 août et pourquoi pas le 30 juillet, on ne comprend pas trop cette date. Donc voilà, Jean Castex est obligé de rétro-pédaler, d'accélérer effectivement, comme vous dites, le calendrier. Après, il y a le masque, on se pose la question de est-ce que c'est important, le port du masque universel sur tout le territoire. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, mais il ne faut pas oublier que c'est un pis-aller. Enfin, je veux dire, c'est pas ça la chose centrale, la mesure centrale, et tous les professionnels le disent, c'est les tests. Et c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau tout à l'heure dans son
l'allocution, dans l'hémicycle. C'est les tests, il faut des tests. Et tant qu'on ne sera pas capable de tester un maximum de gens de façon aléatoire, de façon ciblée, etc., on ne pourra pas, ce que vous disiez, oui, et c'était assez juste de dire, il faut réfléchir par territoire, prendre des petits territoires, dire aux ARS, bon, maintenant, vous avez un petit territoire dans lequel il y a des cas, donc celui-là, on va faire le port du masque obligatoire, voire on va reconfiner provisoirement. Mais pour faire ça, il faut pouvoir faire des tests. Or, aujourd'hui, on n'est pas capable de les faire. Ambroise Méjean, est-ce que vous y avez vu une sorte de cafouillage quand même dans la communication, et ce serait un peu rapide, entre le président et son nouveau Premier ministre ? Ouais, écoutez, moi, je trouve ça quand même assez incroyable. Quand cette mesure a été annoncée par le président de la République en disant ce sera potentiellement à partir du 1er août, on a eu le droit à une levée de bouclier de toute l'opposition et de tous les hommes politiques qui nous ont dit c'est trop tard. Il y a beaucoup de concitoyens qui ont considéré aussi, peut-être à juste titre, que le port du masque, et du coup je m'inscris un peu en contradiction avec ce qui a été dit avant, était une mesure qui rassure dans l'espace public, qui rassure aussi dans les lieux clos avant tout, et qui permet donc à plus de gens de revenir acheter, faire leurs achats, rentrer dans les centres commerciaux parce qu'ils sont rassurés par ce port du masque. Et donc si le port du masque permet de faire en partie rassurer la population, et qu'en plus il est demandé par une partie de la classe politique, mais aussi par les citoyens, je ne vois pas pourquoi on nous reprocherait d'avoir avancé ce dispositif. C'est assez incroyable quand même dans la classe politique française, on a la sensation que des questions sanitaires, et on l'a vu pendant cette crise et on le voit encore aujourd'hui, sont l'objet de débats politiques incessants. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment accepter le fait que simplement le gouvernement a pris une décision, on lui a dit vous n'allez pas assez vite, le gouvernement a reconnu que potentiellement ce n'était pas assez rapide et a décidé de prendre cette décision plus rapidement. Qu'y a-t-il de choquant à dire ça ? Moi, j'y vois surtout la marque d'une nouvelle méthode qui est celle de davantage d'écoute, à la fois de ce que les gens peuvent dire, et puis qui est aussi la capacité de dire on n'est peut-être pas allé assez vite, allons-y plus vite. Mais n'en faisons pas une question politique, c'est d'abord et avant tout une question sanitaire. Et de la réactivité. Et puis sur la question... je vous laisse répondre peut-être Alexandre Malafaille, et ensuite on va parler écologie. Moi, je voudrais juste en faire une question de mode de vie. Qui est très importante, parce que les Chinois portent pratiquement tous des masques, ça ne les empêche pas de développer régulièrement des épidémies, et on l'a vu avec cette nouvelle crise du Covid. Deuxièmement, on est rentré dans l'ère de la prophylaxie extrême. On va porter un masque combien de temps ? Est-ce qu'on ne va pas nous dire qu'au printemps prochain, finalement, compte tenu de la grippe, compte tenu de la gastroentérite, on ne va pas vivre maintenant masqué ? Il faut faire attention à la dérive et de la gouvernance par la peur, parce que si c'est ça, on va vivre masqué pendant 30 ans. Et ça, très sincèrement, en tant que citoyen, moi, je suis totalement contre, je suis plutôt en résistance par rapport à cette perspective. Pablo, je voudrais juste rajouter un tout petit mot. En fait, vous avez beaucoup parlé, Arnaud Méjean, de rassurer. L'exécutif n'est pas là pour rassurer, ni les autorités sanitaires ne sont pas là pour rassurer. Ils sont là pour agir, pour prendre des décisions, pour nous protéger, pour notre sécurité sanitaire, mais certainement pas pour nous passer de la pommade comme si on était des enfants et nous dire allez-y, portez un masque, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Enfin, non, on demande des mesures claires pour répondre à la crise sanitaire à laquelle on fait face. Je ne sais pas d'ailleurs si ça rassure véritablement. Exactement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Encore une fois, il y a des bonnes raisons pour le faire aussi dans certains endroits. Donc il n'y a pas de contestation, encore une fois, sur le fond. Mais encore une fois, est-ce que ça rassure ? Moi, je vois des gens qui sont profondément, et des gens anxieux, je veux dire. Alors dans les territoires, entre guillemets, parce que j'aime pas trop l'expression, mais dans les territoires, je vois des tas de gens qui sont extraordinairement apeurés. Et agressifs. Et voilà, voilà, exactement. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut absolument tenir compte. On continue de parcourir ce discours, si vous le voulez bien, au Sénat, même si cela a été peu développé. Il y a eu un autre volet, c'est celui de l'écologie. Le plan de relance déploiera au moins un tiers de ses crédits à destination de la transition écologique. Ce sont les mots de Jean Castex, avec une attention particulière aux pistes cyclables. Le Premier ministre veut favoriser l'usage du vélo. Il a donné l'exemple du vélo électrique dans les territoires ruraux, ce qui a d'ailleurs donné lieu à quelques railleries dans l'hémicycle. Je vous invite à regarder. Le plan de relance portera une attention particulière aux pistes cyclables. On m'a moqué quand j'ai dit ça, on a dit il parle d'un gadget. Pas du tout, mesdames et messieurs les sénateurs. Pas du tout. Pas du tout. Et nous sommes à une révolution. C'est le vélo électrique. Il va multiplier les usages. Il va multiplier les usages. Il va raccourcir les distances. Oui. Oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs, n'en riez pas. N'en riez pas, dans 10 ans, on pourra, si on fait un réseau de pistes cyclables sécurisées, on pourra aller de Prades à Perpignan en vélo pour aller travailler.
Voilà, alors pour info, Prades-Perpignan, on a regardé, c'est à peu près 45 km par la nationale. Ambroise Méjean a le sentiment que quand Jean Castex parle écologie, il est peu crédible. Et on a vu qu'il avait été chahuté dans l'hémicycle à ce moment-là. La révolution, c'est le vélo électrique ? Bon, j'ai plutôt la sensation que ceux qui n'apportent pas de considération à l'écologie, c'est les sénateurs qui ont ri à ces annonces. Le Premier ministre, vous ne l'avez pas montré dans cet extrait, mais a dit qu'une chose capitale, c'est que c'est d'abord et avant tout une attente de la jeunesse. Et on a suffisamment caricaturé ce gouvernement sur l'absence d'engagement écologique pour ne pas saluer quand il y a des mesures qui sont prises. Et il ne s'agit pas uniquement du vélo, mais si on revient un instant sur le vélo, on constate qu'en 2019, il y a eu 30% de cyclistes en plus en France. Il y a une mesure assez simple, mais redoutablement efficace qui a été prise pendant la crise du Covid, c'est la prime pour la réparation du vélo à 50 €. C'est 360 000 réparations qui ont été faites. Donc vous vous rendez compte de l'élan, de l'entrain qu'il y a dans la population pour le vélo. Nous, chez les Jeunes avec Macron, on défend une prime qui permet du coup d'acheter un vélo dans le cas où on rend une voiture polluante. Mais au-delà de ça, au-delà de simplement la question du vélo qui est une partie de ce plan, on remarque quand même que Jean Castex, il annonce 20 milliards d'euros pour la transition écologique et notamment la rénovation thermique des bâtiments qui est, on le sait, le sujet clé. Donc il y a quelque chose de profondément écologique dans ce qui a été dit et je vois plutôt dans la réaction des sénateurs quelque chose d'assez décevant au regard de l'ambition sur ce sujet et c'est dommage qu'on soit réduit à commenter ces colibés plutôt qu'à commenter le fond du sujet et les désaccords politiques qui pourraient exister. Nicolas Tenzer, est-ce que Jean Castex est visionnaire quand il nous parle de son vélo électrique comme d'une révolution et qu'effectivement c'est une attente de la jeunesse ou est-ce qu'il paraît un peu amateur parce que son discours est peu crédible ? Disons que c'est une dimension comme une autre. Moi, je ne suis pas du tout contre le vélo électrique. Bon, il y a toujours quand même des gens qui ne pourront jamais l'utiliser pour des tas de raisons, parce que ce sont des gens qui sont malvoyants, ce sont des personnes âgées, ce sont des mères enceintes, etc. Bon, il y a plein de populations pour qui... Ou avec des enfants. Ou avec des enfants. Enfin, je veux dire, il y a malgré tout... Bon, maintenant, encore une fois, si on le développe de manière sécurisée, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, prendre le vélo, y compris à Paris, il y a certains endroits, c'est un risque absolument majeur. Bon, donc, mais encore une fois, qu'on s'engage dans cette direction me paraît plutôt une bonne chose. Le vrai sujet, et là, c'est effectivement quelque chose sur lequel il n'y a pas de réponse très claire, c'est comment faire pour qu'en France, la priorité qui a été donnée il y a plus de 30 ans aux poids lourds, effectivement, soit inversée. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un sujet majeur. Il y a eu des choix qui ont été faits sous plein de gouvernements, encore une fois depuis 30 ans. Il ne s'agit pas d'accuser ce gouvernement, bien sûr. Et je pense que là, il y a un vrai sujet. Et aujourd'hui, compte tenu des finances publiques, dire on va tout miser et refaire des petites voies de banlieue, des trains, etc., je ne sais pas comment on fait. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème d'équilibre économique. Maintenant, on ne va pas débattre sur est-ce que c'est 20 milliards qu'il faut, est-ce que c'est 100 milliards, etc. On a quand même l'impression qu'il en faudrait beaucoup plus. Mais encore une fois, on se heurte à quand même un vrai problème de gestion des finances publiques, qui n'est pas si facile. Pablo Piovilla. Oui, moi, il y a quand même un truc qui m'a un peu choqué dans le discours. Alors là, tout d'un coup, j'ai comme un doute, mais il n'a pas parlé des référendums. Il a des référendums qui avaient été... il n'en a pas parlé. Issus de la Convention citoyenne pour le climat, absolument exactement, pas. dont Emmanuel Macron avait parlé lundi en 8, où il avait expliqué qu'il allait mettre 2 référendums, dont l'un sur le fameux écocide. Si ça n'allait pas assez vite au Parlement, c'était quand même soumis à condition et si c'était autorisé par la Constitution. Il n'y a eu pas un mot là-dessus, alors que ça avait l'air quand même assez important pour Emmanuel Macron. Donc je note que, voilà, bon, il a fait des mesures, enfin il a dit qu'il allait débloquer de l'argent. Bon, ça, comme tout le monde a envie de débloquer de l'argent, un tiers du plan de relance qui vont être alloués à la transition énergétique. Bon, on ne demande qu'à le croire, mais pour l'instant, ce sont des promesses. On attend de voir les preuves de ce qu'il a dit. Sur les pistes cyclables, c'est pas inintéressant, comme vous dites, mais c'est vrai que c'est vraiment qu'un des aspects de la politique écologique, de ce que soi-disant il a compris de la population qui attendait des mesures écologiques. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'autres choses. D'ailleurs, la Convention citoyenne, il aurait pu reprendre en fait les plus de 140 propositions qui ont été faites et qui ont été retenues, soi-disant par l'exécutif. Il aurait pu reprendre cette feuille de route et dire bon ben voilà, je vais tous les faire. C'est pas ce qui a été fait. Il est rentré par le petit bout de la lorgnette. Il va sur ce sujet de façon. Vous avez dit qu'il n'était pas très crédible. Moi, je trouve qu'il est pas très ambitieux. Je dis, il semble peu crédible dans l'hémicycle au moment où il parle d'écologie. Moi, je le trouve peu ambitieux. Parce qu'il a quand même eu des mots forts devant les députés. Alors là, c'était dans son discours de politique générale hier à l'Assemblée nationale. Et il faut être juste, il emploie quand même des mots forts. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesse. Je crois à la croissance écologique, pas à la décroissance verte. À nous
de concilier transition écologique et pouvoir d'achat. Il veut, et je le cite toujours, faire de l'économie française l'économie la plus décarbonée d'Europe. Il y a quand même du fond, il y a quand même des promesses là, non ? Oui, il y a un vrai constat et une vraie nécessité. De toute façon, le défi climatique additionné à la crise sanitaire que nous traversons, nous place au bon moment, si je puis dire, pour accélérer la transformation du pays et du vieux continent qu'on considère qui est l'Europe. Voilà, Hubert Védrine, dans son dernier bouquin, et après, parle d'écologisation comme on parlait d'industrialisation. Donc c'est le bon moment, voilà, pour amorcer, pour accélérer, pour se poser toutes les bonnes questions. Alors après, on peut faire un cas particulier du vélo et des pistes cyclables. Ça n'a rien à voir avec les ronds-points. C'est un vrai sujet d'aménagement du territoire et ça apportera un certain nombre de bonnes réponses à un certain nombre de populations qui en ont besoin. C'est un exemple. Alors, et là, vous sentez qu'il a pris la mesure du... Écoutez, je pense que c'est 20 ans de boulot. Donc, il est en train d'ouvrir un chantier qui avait été tenté d'être ouvert par Nicolas Hulot, par d'autres avant. Avant, on faisait du bricolage, on faisait de l'écologie au sens souvent punitive et souvent influencée par une vision de gauche des choses. L'écologie appartient à tout le monde. Donc, il faut nécessairement transformer de manière intelligente, pas en punissant l'énergie nucléaire et en augmentant le prix de l'électricité parce qu'on fait du renouvelable à un prix indécent pour le consommateur. Non, il faut transformer. Mais il faut aussi se poser les questions d'aménagement du territoire de manière durable. Comment on peut profiter, entre guillemets, de la crise actuelle pour transformer le monde du travail, pour faire en sorte que ceux qui, aujourd'hui, sont condamnés, entre guillemets, à travailler en centre-ville, notamment dans les métiers de service, puissent travailler en dehors des centres-villes, pour finalement remettre l'homme au centre des priorités et non pas au centre des villes pour travailler. Et là, il y a une formidable opportunité de transformation qui nous est offerte avec, si je puis dire, avec cette crise. Et là, on ouvre la voie. Voilà. Il faut aménager le territoire. Alors, ça va coûter très cher, parce que faire des ronds-points, aménager la 4G, demain la 5G, pour que tout ça puisse fonctionner de manière durable, donner le pouvoir aux maires pour construire, pour faire ce qu'ils ont à faire, pour pouvoir recevoir les populations qui voudront s'installer, tout ça va supposer qu'on révolutionne un peu la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, quand tout est concentré à Paris, c'est compliqué. Et pour vous, c'est bien parti, Ambroise Méjean, et ensuite on passe au troisième chapitre ? Bah oui, là on a quand même la vision assez claire qui a été détaillée. Et je reviens un petit peu sur ce qui a été dit. Effectivement, vous l'avez en partie cité, mais le sujet de la Convention citoyenne a été abordé à l'Assemblée nationale. Il faut rappeler qu'il y aura un projet de loi qui sera déposé d'ici la fin de l'été afin de transcrire une grande partie des propositions, sauf celles sur lesquelles le président a mis un veto, entre guillemets. Donc il y a une avancée concrète et il faut la saluer et aller encore plus loin. Et nous, on pousse pour que le gouvernement soit le plus ambitieux possible en matière d'écologie. Après l'écologie, le régalien, autre volet sur lequel l'exécutif est jugé un peu trop léger. Le nouveau Premier ministre a bien évoqué l'ordre républicain. Il a bien parlé, je cite, de sa totale détermination à assurer la sécurité. Il dit bien vouloir une justice plus efficace. Pourtant, c'est sur ce terrain régalien que l'opposition de droite au Sénat attend des actes. Je vous invite à écouter Bruno Retailleau dans l'hémicycle après le discours de Jean Castex. Pas un mot du président de la République, mes chers collègues, le 14 juillet, sur le meurtre d'une jeune gendarme. Pas un mot non plus sur le lynchage à Bayonne d'un chauffeur de bus. Eh bien, à Aiguillon ou à Bayonne, c'est la loi de la violence ordinaire qui a prévalu. La France est désormais de tous les pays d'Europe celui qui affiche le taux d'homicide proportionnellement à son nombre d'habitants le plus élevé. Alors franchement, construirez-vous les prisons? Est-ce que le numerus clausus carcéral tiendra lieu encore de politique pénale? Ce sont des questions concrètes auxquelles vous devrez répondre parce que l'État a été fragilisé. Nicolas Tenzer, c'est vraiment un volet, le volet régalien sur lequel Emmanuel Macron a été critiqué le 14 juillet et Jean Castex a Oui, parce que Jean Castex en a quand même beaucoup parlé. Beaucoup. Ah oui, il en a parlé. Il en a quand même parlé. Ouais. Il en a quand même parlé. Après, on peut. Alors, je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, effectivement, exploiter ces crimes épouvantables, je dirais, c'est comme un peu le degré zéro de la politique. On est politique émotionnelle. Ces crimes, malheureusement, ils existent. Il faut effectivement trouver des solutions et aucun gouvernement jusqu'à présent, de droite comme de gauche, n'en a trouvé à cette question, effectivement, de la délinquance quotidienne dans certains endroits. Délinquance, d'ailleurs, qu'il ne faut absolument pas assimiler avec l'immigration, et je pense que là aussi, il faut faire très très attention, dans une même phrase, de ne pas placer les deux en même temps. Vous venez de le faire, hein. Non, mais justement, pour dire qu'il faut éviter, je pense, de faire ce genre d'assimilation. Ouais. Maintenant, encore une fois, sur cette petite délinquance, sur le fait qu'il y ait certains endroits où on ne peut plus aller, sur le fait qu'il y ait ces incivilités quotidiennes, ce qui est encore autre chose que les meurtres terribles, auxquels sont des choses aussi qu'on ne peut pas comparer, hein, les incivilités quotidiennes et les meurtres de cette gendarme et de ce chauffeur de bus. Encore une fois, ce sont deux choses, encore une fois, très, très différentes. Il faut le faire, mais comment le faire ?
qui a trouvé une solution jusqu'à présent? Et je pense que c'est quand même... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas y travailler. Je pense que Jean Castex, pour le coup, a eu raison de dire essayons de restaurer quand même cette police de proximité qui avait été... Il a parlé de la justice de proximité aussi. La justice aussi, mais enfin là aussi, comment est-ce qu'on parvient à faire travailler, c'est un sujet majeur, on ne va pas l'aborder maintenant, aussi mieux la police et les magistrats. Je pense qu'on a des vraies questions effectivement de chaîne d'investigation, de chaîne de sanctions, de chaîne aussi quand même malgré tout de réhabilitation quand même des gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes aussi qu'on peut, Dieu merci, réhabiliter. C'est quelque chose, je pense, qui est un chantier majeur. Et il ne faut pas l'aborder dans des termes émotionnels comme je viens de l'entendre. Alexandre Malafaye. C'est un discours, il y en aura d'autres. Il y a un gouvernement, chacun pourra apporter sa patte, sa touche, chaque ministre fera son boulot. Les sujets qui n'ont pas été abordés n'ont pas été escamotés pour autant. Là, il y a un certain nombre de priorités qu'il faut affronter. Jean Castex est un homme loyal, honnête, pragmatique. Voilà, il a devant lui la relance du pays, il a la lutte contre le chômage, il a la sécurité sanitaire qui est un vrai défi parce qu'il ne faut pas qu'on replonge dedans. Il a ouvert un grand chantier quand même qui est celui de la gouvernance, avec un certain nombre de perspectives, la réforme du CESE, le dialogue social, la volonté d'aller vers davantage de déconcentration et de décentralisation. Il a parlé, moi j'ai trouvé que c'était important parce qu'à ce niveau-là, c'est la première fois, du partage de la valeur des entreprises, sujet sur lequel on travaille beaucoup avec Sinopia. Et là, j'ai trouvé que pour le coup, il le mettait au bon niveau en voulant vraiment faire un sujet important pour les 2 années qui restent ou les 12 Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il ne peut pas tout faire et qu'après tout le régalien passe après? Non, mais parce c'est pas qu'une question. C'est que d'abord, la priorité, c'est de relancer le pays et de mettre, si je puis dire, une dynamique avec la confiance qui peut venir pour dire voilà ce qu'il faut qu'on fasse en priorité des priorités et voilà comment on va le faire. Et le comment on va le faire, c'est justement le dialogue social, c'est la volonté de faire autrement en matière de gouvernance, c'est de discuter avec les uns avec les autres, c'est de réunir demain les partenaires sociaux pour voir un certain nombre de sujets et voir comment on les traite et on les aborde. Ça, c'est important et la gouvernance est centrale. Les défauts de gouvernance des 3 dernières années nous ont amenés dans plein d'impasses, on les a vus. C'est un défaut de gouvernance qui crée les gilets jaunes. On va pas refaire toute l'histoire. C'est un défaut de gouvernance qui fait que la réforme des retraites s'enlise et aboutit à le fiasco qu'on a connu et qui fait que la France s'est présentée devant le Covid-19 avec 2 genoux à terre. Voilà, donc à un moment donné, une bonne gouvernance, ça s'apparente à des méthodes pragmatiques et un discours d'1 heure, bon, on peut pas tout dire. Et voilà, et à un moment donné, il faut présenter l'essentiel. L'essentiel, c'est vrai qu'il y a des sujets sensibles, c'est vrai qu'à un moment donné, on est malheureux quand on voit des gens qui se font tuer, mais on peut pas tout dire dans 1 heure. Parce qu'il annonce une loi quand même contre les séparatismes, oui, un retour des juges de proximité pour la délinquance du quotidien. Il a quand même annoncé quelques... Oui, ce qui sont des choses différentes. Hein. Exactement. Moi, je trouve, enfin, je comprends ce que vous dites, mais je trouve un peu vache Bruno Retailleau quand il dit oui, Emmanuel Macron n'a pas abordé ça dans son interview. Jean Castex lui a quand même laissé au sujet une grande place dans son discours à l'Assemblée nationale. Donc ils ont été complémentaires. Ils ont été complémentaires. Sur ce plan-là. Et Jean Castex a été excessivement clair dans son confusionnisme. C'est-à-dire que effectivement, moi je trouve ça toujours aberrant en fait d'entendre un responsable politique de premier plan, l'espèce le Premier ministre, mettre sur le même plan le séparatisme, le communautarisme, le terrorisme. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. J'aimerais bien qu'il aille dire ça aux anglo-saxons en fait, pour qui le communautarisme est une façon d'envisager la politique. Mettre ça sur le même, dire ça aux anglo-saxons et mettre ça sur le même plan que le terrorisme, c'est gravissime. Et ensuite, mélanger les choux et les carottes, il l'a fait aussi, Jean Castex. Je veux dire, il a mélangé Bayonne, il a mélangé ce qui s'est passé à Bayonne, il l'a mélangé avec ce qui s'est passé à Aiguillon, il a tout, les événements à Dijon avec les Tchétchènes, il a tout mis ça dans le même sac, il a remué, il a mis les tags avec. Il a mis ça dans le chapitre sécurité. Il a mis ça dans le chapitre sur sécurité, mais c'est dramatique en fait de mettre dans le même paragraphe le terrorisme et les tags et de faire un tag. En quoi faire un tag? La délinquance du quotidien, ce qu'il a appelé la délinquance du quotidien. Mais enfin, c'est vraiment la délinquance la plus menue du quotidien. Et croire qu'on va pouvoir... En plus, il dit ça, et c'est ça qui est assez intéressant, il dit ça juste après avoir dit, oui, il faut que la France et la République soient unies. Il faut la ressouder, il a dit hier. Mais franchement, dire ça et balancer derrière, oui, de toute façon, tout ça, c'est la même chose, et en fait, créer des lignes de fracture qui sont dramatiques dans notre société, entre, je ne sais pas ce qu'il imagine, la France des territoires et puis la France des quartiers, parce que j'imagine que c'est comme ça qu'il articule les choses, je trouve ça dramatique. Mon petit doigt me dit qu'Ambroise Méjean va vous dire que vous caricaturez un peu le discours de Jean Castex. Oui, mais si légèrement que ça n'en paraît pas choquant. Mais non, mais je pense qu'au-delà de ça, il faut peut-être quand même essayer de dézoomer un petit peu et considérer que dans un discours effectivement d'1 heure, c'est un peu difficile d'apporter des nuances aussi semblables. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que la droite, dans ce débat au Sénat, semble un peu perdre pied, parce que dire que ce gouvernement n'a pas fait de régalien, c'est quand même assez drôle quand on regarde le fait que c'est le gouvernement qui a le plus augmenté le budget de la sécurité, le plus augmenté le budget de la justice, le plus augmenté le budget de la défense depuis 30 ans. On peut difficilement leur reprocher ça. Et puis, quelque chose d'assez symbolique aussi, mais néanmoins important, c'est quels sont les premiers déplacements de Jean Castex. Le 2e déplacement, il le fait dans un commissariat à La Courneuve. Son 3e déplacement, il le fait avec Éric Dupond-Moretti à Bobigny en annonçant un budget de la justice encore en hausse. Et son 4e déplacement, il le fait à Dijon avec Gérald Darmanin,
pour annoncer l'arrivée de 20 policiers supplémentaires. Donc toutes ces mesures, elles sont extrêmement concrètes. Moi, je suis très heureux d'entendre à la fois la généralisation des caméras piétons par le président de la République dans son interview, donc il parle bien évidemment de sécurité à ce moment-là, et en même temps d'entendre qu'on a une volonté de faire une justice de proximité, qu'on a la volonté de continuer à recruter des policiers. Tous ces sujets-là sont essentiels, et oui, il ne faut pas tout mélanger, je suis totalement d'accord avec ça. Cependant, c'est quand même un peu plus difficile dans un discours d'une heure de ne pas parler des sujets les uns après les autres. Nicolas Tenzer, pour conclure en quelques secondes. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a un vrai sujet, c'est quand même, encore une fois, la priorité. Là, on a un Premier ministre, effectivement, qui s'attache à beaucoup de points très concrets. C'est normal, c'est l'exercice le veut, le discours de politique générale. Derrière, on a un peu l'impression de retrouver Rocard. Vous savez, avec il faut d'abord repeindre les cages d'escalier. Et je trouve qu'il y a un point de commun, en quelque sorte. Est-ce que derrière, ça veut dire qu'il y a cette vision des priorités ? Priorité première, là aussi on est tout à fait d'accord, c'est quand même refaire démarrer l'économie, recréer l'emploi. Et il est clair qu'Emmanuel Macron va être jugé là-dessus. S'il a une chance d'être réélu, ce sera parce qu'il aura fait redémarrer l'économie. Oui, pas sur une réforme de retraite. Et puis deuxièmement, effectivement, c'est essayer de trouver effectivement des axes qui n'introduisent pas la confusion et qui permettent de rassembler l'ensemble des camps politiques, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Emmanuel Macron a perdu très largement la gauche social-démocrate. Et je pense qu'il en aura besoin. Voilà. Merci. Et comment vous faire avez été très clair ce soir sur ces 3 thématiques. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à cette première demi-heure. Très très bonne soirée sur Public Sénat. À lundi.